Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours du spoil. Donc voilà, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez pas vous faire spoil un titre en particulier, comme d'hab, il y a le chapitrage dans la barre YouTube et en description. Comme d'habitude aussi, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, partagez, ça permet à la chaîne de grossir et à la chaîne d'être plus visible et donc voilà, ça permet à la chaîne d'agrandir, etc. Comme d'hab, je vais pas vous répéter tout ce que les youtubeurs répètent, mais bon, faut quand même le faire pour que les gens y pensent. Sur ce, on va commencer maintenant. Le nouveau tome de Aoashi, le tome 5, et c'est un putain de tome. Je pense que c'est peut-être même mon préféré pour l'instant. Encore que, non, ils étaient tous très bien, mais celui-là, franchement, je trouve qu'il met un petit cran au-dessus. Bon, déjà, Ashito a appris à faire son... Alors, je suis une brêle en foot, peut-être que je vais dire une connerie, je crois que c'est le contrôle pass, là où il prend une balle et bam, aussitôt il la repasse à ses alliés, super bien. J'ai beaucoup aimé, c'est que au début, en fait, c'est la fin de l'entraînement, et il y a une petite dispute parce que Ashito et ses coéquipiers s'embrouillent sur un petit truc parce qu'ils font un match, alors un peu bizarre, c'est que ils sont 11 contre les 21 de l'équipe A. Ils ont du mal à penser, et après ils font bon, maintenant c'est l'inverse, vous êtes 21 contre l'équipe A qui est 11, et ils galèrent tout autant. Et en fait, Ashito, il fait une action, mais il se coordonne pas bien avec ses coéquipiers, ce qui crée une tension entre deux personnes qui étaient dans les moins de 15 ans de l'équipe des Espérions, et lui qui est un, entre guillemets, comme dit, on est des parvenus, on vient juste d'arriver, on a passé la sélection, et donc on a éjecté 3 mecs qui étaient de la sélection d'avant. Et donc après ça, il y a un petit moment où on fait bon, faites votre vie, Slice of Life. Et alors, j'adore, tout le monde part dans sa famille. Et il y a le personnage, alors j'ai oublié son nom, excusez-moi. C'est le Furio, c'est Keiji Togashi qui dit non, mais il y a les mecs de mon clan, là, ils m'ont dit qu'ils allaient faire une alliance avec les mecs du Kanto, de je sais plus quoi. Là, il y a le Tokyo Manjikai qui arrive. Je vais y aller, on va faire la fête. Et le mec qui part en bécane. Il est génial ce personnage-là. C'est un gros Furio qui va vraiment faire de la baston. J'aimerais tellement un one-shot, un spin-off ou un gros flashback sur ces années collégiens où il donnait des grosses tatanes aux gens. C'était un gros Furio. Ça va être génial. Et donc, alors Ashito part avec la belle-sœur de son entraîneur, donc Anna. Il y a un petit côté, t'as son pote qui est en mode attends, mais attends, là, il a un pécho là, est-ce t'enculé là, il fait ça là, il a une fille, il a une copine là, un salopard. Et il y a une petite dispute entre donc Anna et Ashito sur un petit différent. Et ensuite, on commence le prochain. Alors, il y a la rentrée scolaire. Et alors j'ai bien aimé, c'est quand tu vois la classe, il dit ouais, il y a les plus fortes têtes de l'équipe. C'est vrai qu'il y a tous les délinquants de leur classe, il y a une grosse dispute. Et ensuite, Ashito s'explique en disant ouais, mais j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Il crève un petit peu l'abcès. Il y a un match, mais l'abcès est toujours encore un peu là. Et alors, ils se font laminer pendant le match, ils prennent 3-0 à la première mi-temps. Et pendant la mi-temps, ils crèvent totalement l'abcès, ils expliquent leur ressenti, le fait que ouais, vous avez éliminé mes potes qui étaient en U15, ils sont pas passés à cause de vous, vous êtes des parvenus, etc. Ils se disputent, ils discutent, et ensuite, le crevé est totalement percé, totalement vidé, et les dernières pages, quand il y a le moment où Ashito fait une passe pour qu'il marque un but, j'ai eu une bouffée d'adrénaline, franchement, j'ai tous les poils de mon corps qui sont hérissés, c'est trop bien. Et c'est que le tome 5. J'ai hâte de lire la suite, ça va être trop bien. Ensuite, Welcome to the Ballroom, tome 2, il s'est fait un petit peu attendre ce tome alors. Parce que, bah voilà, vous êtes au courant qu'il y a la crise du papier. Alors j'ai appris qu'il allait y avoir une crise des transporteurs qui commence à être de plus en plus intense, ce qui fait que bah maintenant les imprimeurs, ils arrivent à imprimer les bouquins, sauf que bah il n'y a personne pour les expédier, pour les transporter, ce qui devient un gros bordel. J'ai cru comprendre qu'il y allait avoir une hausse du papier courant 2022, donc attendez-vous à avoir des prix qui vont augmenter. Alors je peux pas vous dire si c'est 5, 10, 15, 20, 30 centimes ou 1 euro, mais en tout cas les tomes à 6,95 ça va devenir de plus en plus rare, déjà que ça devient déjà une rareté. Il y a vraiment quelques éditeurs qui se permettent de sortir des tomes à moins de 7 euros. Maintenant je pense que 7 euros ça va être le minimum syndical, quand je pense qu'à une époque c'était 5,50. Alors c'était des tomes tout pourris, mais c'était comme 5,50. Donc j'ai fait ma parenthèse sur le prix, parce que voilà, il se faisait attendre. Toujours aussi bien, Welcome to the Ballroom, moi j'adore. Alors, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais en fait, comme d'habitude, à chaque fois, on a des petites cartes qui sont offertes avec les tomes de Noévé. Et je trouve que c'est vraiment une super idée, ce petit côté, on rajoute une collection à la collection, et en plus, ça leur donne un côté unique. On se dit, tiens, on va acheter un manga, on aura une carte, c'est Noévé. Si c'est pas Kiyun, c'est pas Glénat, c'est pas Kana, c'est Noévé qui fait ces petites cartes, ça sert absolument à rien, mais c'est trop bien. Voilà, c'est inutile, ça sert à rien, c'est inutile, je le veux.
c'est voilà, c'est le côté collection. Donc toujours aussi bien, là on a la fin du tournoi auquel participait Yodo, mais comme il s'est blessé, c'est Tatara le héros qui le remplace au pied levé. Et c'est toujours aussi impressionnant, c'est comment l'auteur arrive à avoir un dessin, on va dire, sympa, en temps normal, et dès que les personnages font de la danse, ils sont sur le... Alors je sais pas comment ça s'appelle, le terrain où ils font de la danse, hein, c'est pas un salon, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le dessin, mais il prend 100 niveaux d'un coup, c'est impressionnant. Il y a des passages où le héros danse, le dessin il est nerveux, il est puissant, il est fouillé, et alors après quand ils font juste de l'entraînement du Slice of Life, ça redescend d'un coup, et c'est impressionnant de se dire, ouais, cette montée en puissance dans le dessin, dans les scènes d'entraînement. Voilà, donc après ce tournoi raté pour Yudo, parce qu'ils n'ont pas le droit d'échanger de danseurs entre deux manches, donc éliminatoire, il y a l'arrivée de deux nouveaux personnages, donc un frère et une sœur, le frère veut danser avec Shizuka, donc la coéquipière de Yodo, comme celui-ci est blessé, elle ne peut plus danser, et bah lui laisse sa petite sœur, elle se retrouve avec Tatara, et ils vont participer à une compétition. De mémoire dans l'animé, c'était un super tournoi, et c'est normalement après ce tournoi où pour moi l'animé était déjà bien, il a monté d'un cran, c'était devenu vraiment une dinguerie, donc la deuxième moitié de la saison 1, j'ai hâte qu'on arrive à ça, surtout que ça va quand même plutôt vite, parce que je me souvenais que on était là, on est vraiment à l'épisode, on n'est pas l'épisode 1 ou 2, là on est vraiment, on a vraiment pas mal avancé par rapport à l'animé, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous conseille toujours autant Welcome to the Ballroom. Alors là, je vais être un peu plus bref parce que je suis moins rentré dedans, c'est Destination Terra, c'est pas mauvais. Clairement, j'ai adoré le tome 1, mais j'ai lu le tome 1 au mois de juillet, il s'est passé août, septembre, octobre, 3-4 mois, parce que bon, j'ai lu début juillet, donc on va dire même le mois de juillet entier et le début de novembre, et je suis pas rentré dans l'histoire, j'ai essayé de lire, mais je me suis forcé à aller jusqu'au bout, mais j'étais plus dedans. Et je pense que pour le tome 3, je vais me relire le tome 1 et le tome 2 pour apprécier bien plus la conclusion. Donc voilà, c'est pas une mauvaise titre, franchement il y a des planches qui explosent, notamment, de toute façon j'en mets sur le côté, mais il y en a une que je vais vous montrer parce que c'est une double page et que c'est un peu compliqué à mettre quand je mets qu'une seule case. Elle est là. J'adore ces passages où l'auteur fait ses petits délires où... voilà, on a vraiment les personnages dessinés en blanc, tout le reste qui est en noir, et on a juste des carreaux, c'est vu du dessus, donc on a l'impression qu'on voit à travers les carreaux, etc. Je trouve ce genre de planche génial. De toute façon, je trouve c'est divinement bien dessiné, alors même si ça a 30 ans, 40 ans, moi je trouve ça super bien dessiné, mais c'est vrai que là c'est l'histoire, les personnages où je sais plus qui est qui est-ce que... Surtout qu'il y a plein de délires avec le peuple d'Asuka, le peuple de Mu, etc. Il y a beaucoup de personnages, des fois j'ai du mal à les différencier, et en plus comme je sais plus qui est qui, je suis totalement perdu, donc je l'ai lu, mais j'étais en train de dire, mais je comprends rien en fait. J'ai l'impression juste c'est le manga qui me lit en fait, c'est pas moi qui le lis, c'est un peu bizarre. Donc pour le tome 3, je vais le relire, je vais relire l'intégralité de la série, surtout que c'est 3 tomes. Donc là, le troisième et dernier, ça sera la conclusion. Et alors, ça fait comme ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'un manga de Noébé, sachant que le prochain tome qui sort, c'est 17 ans, le quatrième et dernier tome. Il reste plus qu'un tome pour ça, et il reste plus que 2 tomes pour Welcome to the Blackjack. On est quasiment à la fin de ce qui sort régulièrement de chez Naban. Je leur ai posé la question en privé, il va y avoir des annonces. Alors j'ai une petite annonce qui est sortie il y a une semaine, mais ils n'ont pas dit le titre, et normalement, fin d'année, début 2022, il va y avoir des nouvelles annonces pour des nouveaux titres. D'après ce que j'ai compris, au vu de leurs tweets, etc., ils ont l'air de se diriger plus vers un catalogue où ils vont parler de titres old school. Donc voilà, Destination Terra, qui est en plus un succès. Hein. J'ai vu plein de gens se plaindre qu'ils ne le trouvaient pas en librairie. Même moi, j'ai dû faire 2 librairies pour le trouver. Chez Ayaku Shop, il n'y avait plus rien. J'ai surtout la semaine suivante, il n'y avait toujours rien. Donc je suis allé dans une autre librairie pour trouver, où il ne restait que 1 ou 2. Donc soit il y a eu un petit tirage, soit il y a eu un gros succès, et ça fait super plaisir pour un titre. C'est old school, c'est vrai que souvent c'est un petit peu dangereux, on ne sait pas trop si ça va plaire ou pas. Là, ça a l'air d'avoir trouvé son public, donc j'espère qu'ils vont peut-être continuer avec Keiko Takemiya, sachant qu'il y a un titre que je veux lire absolument de cette autrice, ou cet auteur-re. À chaque fois, moi je préfère dire auteur, parce que autrice, j'aime pas ce mot-là. C'est mon avis, on divague un petit peu. J'en ai parlé sur la vidéo manga show dessus. Elle a fait un manga qui a inspiré Berserk. Alors j'ai plus le nom parce que c'est un nom japonais qui a jamais vraiment été traduit officiellement, mais c'était le vent de quelque chose. Je remettrai, de toute façon allez voir sur mon manga show, je mettrai un petit pop-up ici, ou là je sais plus trop. Et c'est un manga qui est sombre, qui est dur, ça parle
de porno, enfin pas de pornographie, mais de pédophilie, de viol, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, le héros il se prostitue, il y a de la drogue, etc. Voilà, c'est gay. Dans le sens où, oui, c'est un yaoi, c'est gay donc, mais dans le sens gay, dans le sens où c'est pas joyeux, hein, c'est vraiment un manga très dur. Et donc, d'après ce que j'ai compris, le personnage principal de l'œuvre aurait inspiré Griffith à Kentaro Miura. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment hyper curieux de découvrir ce titre et j'espère que si ça devient un succès, on aura une chance d'avoir ce titre-là en France et vu que ça a l'air d'avoir trouvé un public, c'est un peu difficile à trouver en librairie, ça a l'air d'être bien parti. Mais bon, c'est juste mon avis, mon point de vue. Détective Conan, tome 99. Voilà, ça y est, comme je suis à jour avec Conan, je vais acheter un tome quand ça sort, en fait. Il y a plein de choses à dire sur Conan, alors déjà, je vais faire les petites news, ceux qui ont raté un petit peu. Kana va éditer le spin-off sur Amuro, alors j'ai plus le nom, c'est Tea Time, Tea Party, je sais plus trop, où donc on a les origines de Amuro quand il était flic à la police japonaise, ça sort début d'année prochaine. En fin d'année, le 25 décembre, si je dis pas de bêtises, ou le 14, je sais plus, j'ai un doute, on va avoir le Blu-ray du film, Scarlet Bullet, le truc avec le train, que j'ai vu cet été, qui m'a donné aussi envie de... Enfin non, j'ai pas vu cet été, je l'ai vu avant, parce que j'ai vu avant de commencer à lire le manga, qui m'a donné envie de replonger plonger dans Conan plutôt, qui sort, je vais peut-être me le revoir, parce que maintenant que je suis à jour, je sais tous les trucs, je vais encore plus crier sur certains bails, notamment tout ce qui est autour de Akai, et je crois que c'est tout. Ah oui, il y a une annonce à la fin du tome, je peux le montrer parce que c'est pas un spoil, voilà. Le tome 100, et d'après ce que j'ai compris, il sortirait en juin 2022, ce qui est long, trop long. Alors avant de le lire, j'ai relu le tome 98 parce qu'il y avait une enquête qui commençait dans le tome 98 et qui se termine là-dedans. Donc moi je lis une enquête totale, donc je disais que j'ai pas lu le dernier chapitre de l'histoire parce que comme c'est le début d'une enquête, j'ai pas envie d'attendre et d'avoir cette boule au ventre en me dire putain il va se passer quoi, il va se passer quoi. Je finis une enquête, au moins je suis tranquille. Et la première, je crois que ça c'est la première enquête, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est où Conan va avec Ran et Sera, et donc je crois qu'il y a aussi Sonoko, chez une de leurs amies qui organise une fête, parce qu'en fait sa grande sœur a une fête d'anniversaire, et donc ils fêtent leur anniversaire en même temps qu'elles ont un jour d'écart, et il y a un meurtre, etc. Et il y a beaucoup d'explications, c'est en plein milieu de l'enquête, il y a un flashback sur Sera et sa mère, et donc on a des révélations, on était quasiment sûrs, la mère de Sera, et donc a rétréci, ça on était au courant, c'était carrément clarifié, a travaillé au MI6, son mari aussi, on ne sait pas ce qu'est devenu son mari. Elle enquête sur le père adoptif de son fils Shukichi Akai, à Kaneda. Donc on sait que Shuichi Akai a grandi avec des parents du MI6, donc c'est un petit peu moins qui travaille au FBI. Mais ce flashback il m'a retourné, hein. Ce chapitre il m'a foutu une putain de claque, hein. T'as plein d'explications, tu vois que c'est Shiri qui a empoisonné la mère de Sera. Waouh, ils ont essayé de prendre son apparence pour infiltrer le MI6. C'est un truc de dingue. Après, on a une enquête un peu plus calme, où en fait ils partent chercher des poules avec... donc il y a les petits détectives qui partent avec leurs deux profs, dont une qui a un œil en vert, qui est donc potentiellement Rum, qui partent en enquête. Amuro et elle ont une petite rivalité, un petit accrochage. Et comme je disais, je pense que elle, c'est une flic. Clairement, je pense que c'est une flic. Elle a un lien avec le chef de Maigret qui a aussi un œil en moins parce qu'il était brûlé. Et clairement, en plus je sais qui est Rome, donc clairement voilà, je spoil mais je sais que c'est pas elle. Et on a une troisième enquête qui est plus mignonne autour de cartes qui est... Elle peut être comprise, hein. Clairement quand j'ai vu la résolution j'ai fait ouais, une fois que t'as l'indice c'est super simple, mais il faut l'indice par rapport à des cartes, des symboles et des chiffres, où en fait le mec a essayé d'écrire un mot avec des cartes. Je ne sais pas comment, mais je trouve ça super intéressant. Et donc maintenant, il reste plus qu'un chapitre. J'attends le tome 100 pour lire ce dernier chapitre, et j'attends. Mais en tous les cas, moi je suis hyper content d'avoir lu Conan. C'est un gros plaisir et un vrai régal de découvrir l'histoire. Maintenant, au fur et à mesure, même si on m'a spoil 2-3 trucs, je vais essayer d'être le plus vierge possible maintenant pour les prochains tomes, essayer d'enquêter avec tout le monde, même si on va avoir un an et demi de retard par rapport à ceux qui lisent les scans. C'est pas grave, moi je vais lire comme ça. C'est mon petit plaisir. Ah oui, dernière petite chose, alors c'est une méga transition avec le prochain titre. À la fin, il y a toujours un petit encyclopédie de l'auteur où il présente un détective, un manga d'enquête. Et là, il parle de Mao Mao, qui est l'héroïne des carnets de l'apothicaire. Oh, transition de ouf. Le tome 6 des carnets de l'apothicaire, toujours aussi bien. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur, un de mes gros chouchous
de l'année 2021, une des bonnes nouveautés, clairement dans mon top 10, des trucs à vous recommander si vous cherchez un bon titre qui est sorti cette année. Les Cahiers de l'apothicaire, c'est de la balle. Donc là, on a d'abord Mao Mao qui part avec Jinchi, il lui demande de le rendre laid. Et enfin, le maquiller, il dit, oh putain, mais attends, si je le maquille, il va devenir super beau gosse, alors, il va détruire le royaume. Non, non, faut que je te fasse moche. Et donc, c'est lui, il veut ça, donc elle lui donne plein d'astuces, elle lui trempe ses cheveux dans du sel pour qu'il soit moins brillant, elle lui met une tenue qui pue, elle lui fait un truc pour qu'il ait l'air plus gros, elle lui met du maquillage pour qu'il ait l'air un petit peu fatigué. Et tout un moment où ils partent ensemble, il y a des discussions, et il y a un moment, il pose la question fatidique, comment on fait pour faire perdre le prix d'une courtisane, sachant qu'elle a grandi chez les courtisanes, c'est un peu dévoiler le secret ultime, et elle lui explique, bah, quand une courtisane est effleurée, elle perd la moitié de sa valeur. Je fais waouh, c'est impressionnant, en même temps elles sont là pour être courtisées, donc adorées, si, et que comme elle dit, hein, un homme il a juste une envie, c'est la défleurer, une fois que c'est fini, il y a moins d'intérêt, c'est hyper dégueulasse dit comme ça, mais voilà, et après elle dit si elle tombe enceinte, elle a plus de valeur. Et je crois qu'on l'a déjà dit, mais là on nous explique que Mao Mao est la fille d'une courtisane. Et donc, bah voilà, c'est toute une explication là-dessus. Et autre révélation, il y avait un mec qui est apparu il y a un tome ou deux qui avait un monocle. C'est sous-entendu que c'est le père de Mao Mao. Et c'est génial. Et alors en plus, ça a l'air d'être un gros dégueulasse parce que il a l'air de vouloir se la faire aussi. Waouh. J'étais assez surpris. Mais voilà, donc hyper... franchement, c'est un super tome par rapport à ça. Et la fin, quand Mao Mao va apprendre qu'il va se passer un truc et qu'elle va absolument accéder à une pièce qui est réservée à la noblesse, à l'empereur, etc. Et qu'il y a un mec qui lui fout un gros coup de massue et elle est en train de dire oh, putain, on m'a cogné, j'entends plus mon oreille, j'ai l'oreille chaude, etc. Elle a le visage tuméfié et derrière d'un coup t'as le mec comme il fait tu la laisses passer, c'est mon ordre. J'ai eu des frissons et quand elle rentre et qu'elle se rend compte qu'elle assomme Jinchi, ça se finit là-dessus, je dis oh le tome 7, oh vivement le tome 7, là j'ai hâte de voir ça. Et toutes les explications sur elle va découvrir la vérité sur Jinchi, que c'est pas un eunuque et que il est lié à l'empereur, etc. Parce que si je me souviens de ma théorie, c'est le petit frère de l'empereur. Mais c'est en fait le fils de l'empereur, parce que elle l'a eu avec sa précédente femme, et en fait ils ont fait un échange avec l'empereur qui a eu une fausse couche, etc. Enfin, si je me souviens bien, c'était ma théorie, qu'en fait on nous a dit que l'empereur avait fait zizi pompon avec une fille, et que son fils aussi, mais qu'il y en a un qui a une fausse couche, et en fait c'est le fils de l'empereur a fait croire qu'il avait une fausse couche, enfin sa femme avait une fausse couche, et qu'ils ont échangé les enfants, ce qui fait que le deuxième fils de l'empereur, en fait c'est le fils de son fils, donc son petit-fils. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Donc là, on va avoir beaucoup d'explications sur le prochain tome, je l'attends avec impatience. Beastars, le tome 19, encore un tome très dense, alors, qui commence de manière très particulière avec Q, donc ce lapin qui demande à Legoshi de le plotter, enfin de la plotter. J'étais assez surpris, décontenancé, commencer un tome comme ça. Il y a un passage qui m'a absolument choqué dans ce tome, c'est on a un flashback sur Melon, et on découvre que donc qui est le père, je crois qu'on l'avait plus ou moins dit, mais maintenant c'est acté, etc. Que sa mère était un léopard et que son père était un bouc, que il y a toute une histoire où en fait on pose une question, on dit ouais, il faut que vous me dites, ça vient d'où votre prénom, pourquoi vous appelez comme ça. Donc il pose sa question à sa mère, qui est déjà qui a un petit peu tarée, me fait penser un petit peu à la mère du pingouin, qui est un petit peu genre vit dans un HLM, mais elle s'est créé un royaume de princesse, un petit peu le même délire, et elle lui dit je t'ai appelé melon parce que le melon c'est ni un fruit ni un légume. Et c'est super bon, comme toi, t'es ni un carnivore ni un herbivore, mais t'es super gentil. Et il y a une explication, elle dit en plus ouais t'es mignon comme ton père quand je l'ai dévoré, et il y a une phrase, elle dit ça, et là, déclic, le héros, je sais pas, il prend le fer à passer, et il fracasse sa mère. Et après il appelle la police, il fait c'est quelqu'un qui a tué ma maman. Ces 3 pages m'ont tétanisé. C'est la violence de la scène est incroyable. Alors après il y a tout le délire avec Louis et son père qui est vraiment super bien, l'entraînement qui est un petit peu what the fuck où ça a l'air de partir dans des stands avec Q et Legoshi où j'ai pas trop compris, mais en tout cas ouais, il reste 3-4 tomes, ça va être ouf. Là c'est l'affrontement final contre Melon, ça va être une dinguerie. J'ai bien aimé aussi le Trivial Poursuite à la fin, quand ils font un petit question pour un champion à la fin avec Legoshi Melon, ça sort un peu de nulle part mais j'ai trouvé ça marrant. Et donc ouais, j'attends, il reste plus que 4 tomes, là les 4 prochains ils vont être trop bien. Je peux comprendre maintenant, il y a des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas trop l'arc de Melon. Je peux comprendre si le côté stand prend le dessus et devient très important, parce que c'est vrai que c'est un peu what the fuck, hein, ce côté, ouais, en fait, je suis un loup, mais mon apparence c'est un lapin, et moi je suis un lapin, mais mon apparence c'est un gros ours. C'est un peu bizarre, et ça sort un peu de nulle part, donc c'est très particulier, à voir comment ça va être mieux amené par la suite, mais en tout cas, moi, l'arc de Melon, je le trouve très bien pour l'instant.
Ensuite, c'est le 3e tome de l'édition intégrale chez Hachette de Fairy Tail. Alors j'ai un peu de retard parce que normalement le tome 7 vient de sortir et moi je crois que j'ai 2 numéros de retard. Donc en fait là le tome 4 et 5 vont bientôt arriver chez moi. Le tome 7 est sorti. En fait j'ai un petit peu de retard comme je me suis mis un petit peu à terre dans la collection. Forcément bah, j'ai un petit décalage par rapport au reste du monde. Je suis à jour avec ceux qui l'ont pris en retard aussi comme moi. Donc on est sur un tome entier consacré à l'arc de la Lune, où Gray, Lucy et Natsu et Happy partent sur une île où il y a une lune violette et les gens deviennent des démons, et ils découvrent Deloria, donc il y a toute une origin story par rapport à un flashback sur les origines de Gray et Deloria, donc la relation. Le grand méchant c'est son pote disciple de Houl, leur maître, dans la magie de glace. J'ai adoré le flashback où à un moment, Gray, premier entraînement de magie de glace, et Houl se fout à poil, et t'as un gros plan sur son cul, et j'ai fait... Machima, tu te fais plaisir là. Bon après tu te dis c'est quand même un peu bizarre, l'autre elle est en nombril à l'air, il fait -10, nombril à l'air, H24, tu sens qu'elle a pas très froid, qu'elle est pas frileuse. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'arc. Là, il est quasiment terminé à la fin du tome. Les affrontements s'enchaînent super bien, c'est super plaisant à lire. J'ai toujours un grand plaisir à relire Fairy Tail pour l'instant. Là, je suis pas dégoûté, il n'y a pas encore ce délire pouvoir de l'amitié, etc. En tout cas, s'il y en a qui disent, ouais, il y en a c'est très léger, hein, clairement. J'ai bien aimé le passage où Natsu, limite, on a l'impression qu'il a s'embrouillé avec Gray, mais en fait il dit non, je vais t'aider, mon pote, t'es mon poteau, on va le défoncer, le démon Deloria. C'était super bien. Le combat contre la fille qui contrôle le temps, c'était super cool. Le combat Léon Gray, trop bien. Les autres sbires de Léon, c'est un peu moins intéressant. J'ai adoré le passage où il y a Erza, et tout le monde est en mode... on baisse les yeux et on dit rien. Quand il y a Happy qui arrive, il fait ah Lucie, c'est... Oh Erza, je m'en vais. Et Erza fait tiens, viens ici, toi, je vais te casser la gueule. C'est génial. J'en profite aussi. J'ai les 3 premiers tomes sous la main, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne pour l'instant la fresque. Après j'arrêterai, parce que je vais pas faire ça à chaque fois, parce que ça fait quand même beaucoup de tomes. Donc là, c'est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, par rapport à la fresque, c'est que les personnages qui montrent en premier apparaissent super tard dans le récit. Par exemple, là on voit Mavis, qui apparaît dans le tome 30 et quelques. On voit le chat des Saberhoots, on voit le bras du mec des Saberhoots, qui vont apparaître dans super longtemps, donc c'est un peu dommage pour quelqu'un qui connaît pas la série, il comprend pas ces personnages-là. Donc c'est un petit peu dommage. Pareil, j'en profite, j'avais mis... Ah, comme là, j'avais marqué la page couleur, il y a encore des pages couleurs, c'est toujours aussi bien. Alors c'est vrai que les pages couleurs sont super fines, on voit à travers, mais voilà, au moins on a le mérite d'avoir des pages couleurs de Fairy Tail, et ça fait super plaisir d'avoir tout ça. Alors, je crois que dans l'artbook Harvest, il y a aussi, mais bon, c'est la vie. J'en profite aussi pour vous montrer les petits cadeaux qu'on a en plus. On a un petit porte-clés, et on a le droit à des tirés, alors que j'ai pas encore sorti leur plastique. Et voilà, je voulais vous en parler. Et c'est tout, maintenant on va parler de bande dessinée. Le tome 9 de Landfest de 3. Alors, c'est un peu compliqué comme numérotation, parce que... alors, ceux qui sont curieux, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est au mois d'avril, sur Landfest. Et en fait, Landfest, c'est une énorme BD où on est à quasiment une bonne trentaine de tomes. On approche des 30 tomes, où en fait, il y a eu plusieurs cycles. Il y a eu le premier, Landfest 3. Ensuite, il y a eu la suite, Landfest des étoiles, et qui s'est terminé il y a quelques années, Landfest Odyssée. Donc là, on est sur Landfest 3, tome 9, qui n'est pas la suite de Landfest 3, mais la suite de Landfest Odyssey, parce que ça se passe 13 ans après. Donc c'est un petit peu... Je pense que la numérotation peut être un petit peu trompeuse, parce que j'imagine quelqu'un qui connaît pas Landfest, il s'achète les 8 premiers tomes, il dit « Oh bah tiens, il y a le tome 9 !» Il le prend. Là, il va se taper déjà une histoire qui se passe 40 ans après, la fin du tome 8, et en plus, il s'est passé plein de choses, donc il est peut-être un peu perdu, parce que... Autant si les personnages étaient revenus au point de départ à la fin de Odyssée, on n'y voit que du feu. Là, c'est pas le cas. Genre, Ebus, il est devenu bibliothécaire. Ça y est, là, on le voit avec son kit, il est devenu bibliothécaire, alors il fait peur à tout le monde. J'aime bien le passage où il apparaît, il dit « Qui a corné la page 36 du livre machin ? Je vais vous casser la gueule, bande de petits garnements !» Il fait super peur, il dit « Je veux entendre les mouches voler, et de toute façon, les mouches partent avec moi, donc il n'y aura pas de bruit. » C'est cool, et Landfest qui a pris 13 ans dans la gueule encore, parce que ça se passe vraiment une décennie après la fin de Odyssée, et il est retrouvé par une de ses, entre guillemets, nièces, parce que c'est
l'une des filles de Sian, donc comme c'est la fille de la femme de la sœur de sa femme, mais qui n'est pas mariée, parce qu'elle a disparu dans l'espace. On va dire que c'est sa nièce, hein, on va dire ça comme ça, qui est super cool. J'adore le passage où il y a le petit étudiant qui les rejoint plus tard, qui a fond sur elle, et que... Elle a un petit peu pris de sexy quand même, hein, mine de rien. Alors, voilà, c'est une bonne histoire. Alors maintenant, une fois que j'ai présenté les personnages, c'est une bonne histoire. C'est pas la... En fait, le truc, c'est que c'est une histoire courte. Donc en fait, c'est 50 pages, et c'est la fin de l'histoire. Ce qui fait qu'il y a des personnages comme le grand méchant Lan Q, il s'appelle Lan Q. Je pense que son nom de famille c'est Lé, Lan Q Lé. Parce que franchement, ça c'est trop drôle ça. J'adore, ça me fait toujours autant rire. Mais il avait le potentiel d'être un méchant intéressant sur au moins plusieurs tomes. Et là, on l'a pas vu mourir, donc il peut revenir. Mais je suis perplexe vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de faire sur ce, on va dire, nouveau cycle. Où là, ils partent sur des histoires courtes. Est-ce que ça va être comme Odyssée, où au début, ils ont fait une histoire sur l'énigme de Horazur. Et après, on est parti sur un vrai cycle, etc., qui était beaucoup plus long. Parce que là, c'est... Première... Alors, l'auteur a déjà fait ça, hein. Troll de 3, au début, c'était une histoire sur 4 tomes, et après, on est parti sur des histoires indépendantes, où c'est... Il y a une suite logique entre les tomes, mais c'est un début, un milieu, une fin, comme un Astérix, comme un Spirou, comme d'autres BD, où, voilà, il y a un tome est une histoire indépendante, enfin, une histoire complète, et je suis curieux. Alors, surtout que je sais que les auteurs voulaient s'arrêter avec Landfuss pendant un temps, là, ils reviennent, ils avaient dit que si les auteurs voulaient reprendre, ils étaient d'accord. Et c'est vrai que faire des histoires complètes sur Landfuss, c'est bien parce que n'importe quel auteur peut raconter des histoires, surtout qu'il s'est passé 13 ans là-dedans, donc on peut raconter des histoires. Le problème, c'est qu'ils se sont un peu tiré une balle dans le pied, dans le sens où si Landfuss, pendant 13 ans, n'a pas croisé certains personnages, ben, tu peux pas raconter que dans les 13 ans, genre Ebus et Hervu Landfuss, ils ont fait ça, parce qu'ils sont pas censés s'être revus depuis 13 ans. Donc là, c'est un petit peu... Voilà, je sais pas, c'est un peu particulier. J'ai bien aimé, c'est vrai que c'est pas mon album préféré. C'est parce que voilà, une histoire complète, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais quand je lis Landfuss. Je m'attendais à un nouveau cycle où on débute une nouvelle aventure. Après, comme j'ai dit, hein, peut-être que ils vont faire 2-3 aventures comme ça, et au bout d'un moment ils vont dire, hey, nouveau cycle, nouvelle aventure, grand méchant, etc. Blah. Donc voilà, je suis dubitatif. Voilà, à voir. Mais clairement, voilà, je conseille ceux qui ne connaissent pas Landfuss, vous pouvez rentrer dedans. Parce qu'en plus, le tome est assez généreux en explications sur l'univers. Donc c'est limite une nouvelle porte d'entrée, alors que c'est le tome 9. Mais voilà, et bon, c'est vrai que c'est une sorte de porte d'entrée, mais en même temps c'est le tome 9. Donc c'est un peu particulier de dire, on nous réexplique une nouvelle fois l'univers de Landfuss et le monde de 3, alors que c'est un tome 9, donc on est censé tout savoir maintenant. L'intention est un petit peu bizarre sur ce tome-là, je suis un petit peu perplexe. Mais bon, on verra s'ils sortent un nouveau tome. Bon, ils vont nous faire après le tome 9 des étoiles, le tome 11 d'Odyssée. Ça va être le bordel, on va plus rien comprendre quand tu vas ranger ta bibliothèque et dire attends, je les range comment? Je les range par ordre chronologique de numéros ou par ordre de sortie? Oh, c'est chiant. Au moins, Donjon, c'est facile. Tout se passe dans n'importe comment. Voilà. Et on finit avec Astérix chez les Pictes. Alors, comme je l'ai dit il y a 2-3 vidéos, j'ai adoré Astérix et le Griffon. Donc, je me suis dit, je vais me faire tout Astérix. Alors, je vais me faire tout Astérix. Je vais me faire tous les Astérix déjà de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad qui ont repris Astérix avec ce numéro-là, donc qui est le numéro 35. Ils en ont fait 5 ou 6. Ils en ont fait 5 en tout. Vu que c'est le 5ème, c'était celui-là, le Griffon, que j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit. Donc j'ai commencé avec les Pictes. J'ai aussi acheté les 3 autres. Hein, donc j'ai la fille de Vercingétorix, le Papyrus de César et la Transitalique. Je vais les lire. Et une fois que j'aurai fini, alors je me suis tâté pendant un instant à me dire, est-ce que je me fais les albums un petit peu comme j'ai envie, genre j'ai envie de commencer par Écléopâtre, j'ai envie de lire les Belges, j'ai envie de lire chez les Bretons, chez les Normands, etc. Et après je me dis, ouais mais le truc c'est que je suis tombé sur le tome 1, et j'ai vu le désordre, j'ai fait, si j'attaque dans le désordre, je vais voir l'évolution du style de Uderzo dans tous les sens, et il y a des albums que je vais sûrement moins apprécier parce que Astérix et le Gaulois, Obélix qui ressemble pas à Obélix, qui a une hache dans son pantalon, etc. Et Astérix qui ressemble... Aucun personnage ne ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que je vais plutôt me les lire dans l'ordre chronologique et m'arrêter au bout de quelques tomes après quand Uderzo était tout seul, parce que voilà, non, je pense pas me faire... Je suis collectionneur, hein, j'aime bien avoir tout, mais le ciel tombe sur la tête, la rentrée d'Astérix, la Traviata... Non. Non, ça, je ne veux pas.
Donc, Astérix et les Pictes, j'ai pas aimé. Voilà. Boum, c'est méchant. Alors, c'est pas mauvais. Il y a des bonnes blagues, hein, surtout que... Alors en fait, Astérix fait la rencontre d'un Picte qui s'appelle Mac quelque chose, et en fait, tous les gens donc, qui sont les Pictes, qui sont en fait le peuple, aujourd'hui l'Écosse, hein, c'est pour ça qu'ils sont tous des kills qui lancent des troncs d'arbres, ont un nom en Mac quelque chose, il y a des très bonnes blagues par rapport au nom. Il y a Mac Atrel, il y a il y a peut-être Mac Intosh, il y a Mac Hull, Magueule, il y a des petits noms vraiment bien sympathiques, c'est vraiment bien foutu. Il y a des blagues par rapport aux Pictes, toi, moi il dit ouais c'est quoi ces dessins? Bah c'est des pictogrammes. Les blagues sont très bonnes, il y a une blague qui est très forte au début qui est vraiment bien foutue, c'est qu'en fait Astérix tombe sur le Picte qui est pris dans la glace, et qui a des chaînes au poignet. Ils disent oh ils ont trouvé un enchaîné, et il est dans la glace, oh il est en train de fondre. Il y a un mec qui dit comment ça, il y a un fondu enchaîné? J'ai trouvé cette blague très bien foutue, surtout qu'en fait t'as un enchaînement de phrases et qui mène à cette blague qui est très très bonne. Mais en fait, moi ce que j'ai pas aimé, c'est l'histoire en elle-même. Là, il rencontre un Picte qui s'est fait trahir par un autre Picte qui travaille avec les Romains, ils vont en Picte Tardi, là, je sais pas, le royaume des Pictes. Il aide. Ouais, c'est bien, mais en fait, comparé à Et le Griffon, qui est donc leur 5e titre, j'ai trouvé l'histoire de Griffon super cool. C'était vraiment un pied. Là, l'histoire, je suis moins rentré dedans. C'est dommage. Donc j'espère que ça va pas me faire l'effet pour les 3 prochains, parce que moi qui étais hypé avec le Griffon, je me dis oh je vais me faire les Astérix, là d'un coup, ça redescend après. Voilà, c'est leur premier album, ils étaient... et en plus ils étaient un petit peu... Alors c'est méchant ce que je veux dire, mais il y avait encore l'ombre d'Uderzo qui était là, parce que c'est lui qui validait tout. Donc forcément, s'il aimait pas une blague, s'il aimait pas une histoire, etc., il disait vous recommencez. Je sais que pour une BD, il leur a demandé de tout recommencer, alors que les mecs ils avaient tout écrit, tout storyboardé, tout ancré, tout colorié, il leur a dit non c'est nul, vous recommencez. Il devait être comme ça les gars, hein. C'est un an perdu, tu recommences à zéro, ça fait un petit peu chier, et peut-être que là le fait de plus avoir Uderzo qui dit non ça c'est nul, vous recommencez, ça permet de les libérer un petit peu et faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient. Peut-être être un peu plus dans l'esprit de Goscinny, qui est donc l'auteur au sens écrivain d'Astérix, là où Uderzo était l'auteur au sens le dessin, qui est très bon aussi, hein. C'est vrai que Astérix c'est autant pour moi du dessin que de l'histoire, mais c'est vrai que les blagues, l'humour, les jeux de mots, voilà, l'histoire en elle-même, j'ai trouvé pas si foufou que ça. Après, on verra si ça s'améliore avec le temps ou si c'est vraiment le Griffon qui est le premier d'un nouveau souffle pour eux. À voir, en tout cas, moi, je vais continuer, je vais vous en parler. Je vais en prendre 4 par mois, donc je vous en parlerai une fois par semaine. À chaque lecture, j'en parlerai. Donc, vous attendez-vous à voir du Astérix à toutes les sauces, régulièrement. Je vais vous faire chier avec pendant 1 an. Et c'est trop bien! Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci soit le plus visible possible sur YouTube. Et bon maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!